Bonjour ou bonsoir, selon le moment où vous nous captez. Le Rwanda, le Burundi et la RDC, 3 pays, 90 millions de personnes qui partagent des frontières, certaines richesses et même certaines langues, ainsi qu'une partie de leur histoire. Tous ces 3 pays ayant été colonisés par la Belgique. Tous ces pays ont connu pendant une certaine période la guerre et en ce moment même, ils cherchent les meilleurs mécanismes pour faire cohabiter leur peuple pacifiquement. Aujourd'hui, il y a des problèmes, notamment au Burundi. Plus de 100 000 personnes ont fui leur pays et se retrouvent au Rwanda, au Congo et en Tanzanie. Et on voit la résurgence des messages qui incitent à la division, à la haine entre les ethnies et à travers les partis politiques. Les différences existent entre humains. Mais pourquoi est-ce que les différences peuvent être à l'origine des guerres? Voilà la question importante que nous allons analyser aujourd'hui, proposer des pistes, des solutions et voir comment la politique ne pourra plus diviser le peuple. Avec moi aujourd'hui 4 personnes qui viennent du Congo, du Burundi et du Rwanda. Nous allons commencer par notre invité du Congo. Je suis avec Solange Loachega. Vous venez de Bukavu. Vous faites partie de la société civile. Cela fait près de 12 ans que vous faites partie des caucus des femmes du Sud Kivu. Oui, exactement. Bonjour et bienvenue. Eugène Taganda, vous êtes rwandais, avez vécu au Burundi, vous connaissez le Congo, vous avez vécu au Canada. Vous travaillez chez Oxfam. Eugène, vous êtes un expert dans le domaine de la résolution de conflits. Bienvenue Eugène. Merci. Nous sommes avec Madame Assumpta Mugiraneza. Vous avez vécu pendant longtemps en Europe, vous êtes rentré au Rwanda et vous avez mis en place l'association IRIBA, qui veut dire en français source. Votre objectif, c'est de perpétrer la mémoire, de mettre en place des archives pour que les gens puissent se rappeler et réfléchir sur leur passé. Bienvenue à Assumpta. Merci. Nous avons également frère Emmanuel Nakarutimana. Il est frère chez les Dominicains à Bujumbura. Il est connu pour avoir dirigé pendant 5 ans la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Frère Emmanuel, bienvenue. Je voudrais que nous analysions une question importante. Les identités. Des identités qui divisent alors qu'elles devraient aider les gens à se regrouper. Nous allons aborder cette thématique après avoir écouté ce que disent des citoyens congolais et rwandais qui nous parlent de la manière dont ils ont été affectés par l'exploitation de ces identités. Yenye litendeka pale Mtarule ilikuwa inalenga ni Mfuliru na waliouawa pale ni Wafuliru peke yake. Nilipata wasiwasi kwanza, nimekuambia kama mmoja wa jamaa yangu ameuliwa, mle mke wangu, wakaua mdogo yangu, wakaua mpwa yangu na watoto zake wawili. Manake kwa hiyo siku moja nilizika watu 5 wa nyumbani mwangu. Mimi kwa ngambo yangu nafikiri kama serikali ingetusaidia ione jinsi ya kutatua hiyo shida kufuatana na malalamiko ambayo tumekwisha kupana kwa serikali, angetukubalia jibie, sababu tuliomba kwamba watusaidie walete chefferie secteur mule ambapo kila kabila na kila watu watakuwa huru kuchagua kiongozi mwenye wanahitaji. Kwa mama lidere wa community de Hutu, kama uko munjia wa musoko abapendi useme lugha yako ya wanakubagua. Bana kwambia mbo hata uko Mhutu wa Mkongomani murudie kwenu Rwanda na haujue Rwanda.
Saa unaingia mnataenda Gisenyi kuuza saa kitu fulani, wanatomba pesa za mingi, maana tuhesabilia saa za kutoka, kama utoke wanakufungia huko. Vita ilipokuja hapa Goma, kweli tulionesha division total. Komunote mbalimbali, hata kama vita ilitoka kwa nchi zingine, lakini makomunote za hapa Goma antuka zilikuwa divize. Ulisikia wamoja wanasema no, kama vita inapatikana ni kwa ajili ya Wahutu, kwa ajili ya Wanyarwanda na upatikana Mkongo, wengine hapana, ni wale ambao wanakama sisi. Voilà, c'était des Congolais qui nous parlaient de leurs expériences, de ce qu'ils ont vécu. Frère Emmanuel, je voudrais vous demander, en écoutant ce que les Congolais ont vécu, quelle est la leçon que vous en tirez? Est-ce qu'il y a des choses pareilles au Burundi? Moi, je pense que c'est quelque chose de très triste. Ça montre les souffrances que les Congolais endurent. Mais à ce que je sache, il s'est passé au Congo des choses, mais qu'on rencontre aussi dans deux autres pays. Si je prends l'exemple du Burundi entre les Hutus et les Tutsis, et je regarde aussi ce qui s'est passé ailleurs, au Rwanda par exemple, ces ethnies qui se sont divisées se retrouvent dans d'autres pays comme au Rwanda, au Burundi, à l'est du Congo. On peut y ajouter également une partie de l'ouest de la Tanzanie, ainsi qu'une partie du sud de l'Ouganda. On voit que la question est grave et qui génère de grandes souffrances. Nous n'arrivons pas à cohabiter à cause de ces ethnies. Et voilà que cela demande que des gens s'y dédient pour résoudre la question définitivement. Mais est-ce que c'est vraiment les ethnies ou les tribus qui n'arrivent pas à cohabiter? C'est des gens intelligents qui savent exploiter les faiblesses des autres et qui entrent par cette porte-là. Les conflits se basent souvent sur les intérêts des gens, les richesses, mais aussi sur les identités. La question est d'autant plus difficile qu'elle ne touche pas la raison, mais plutôt les émotions. Ça affecte rapidement l'homme. Et quand c'est couplé avec les intérêts des gens, les richesses, l'homme intelligent arrive en ce moment-là à ses fins. Après avoir sémé la mauvaise graine dans la population. Madame Assumpta, vous avez suivi ces témoignages. Oui, j'ai bien suivi et c'est triste. Cela nous ramène fondamentalement sur la vraie question, la manière dont ça s'est construit. Car celui qui est mort et il ne revient pas. Ce n'est pas la première fois que des gens sont tués au nom de l'ethnie, de la région d'origine. On devrait plairer le nôtre puis nous taire. Les politiciens viennent nous dire tu es Hutu, tu dois élire un Hutu. Et que le Tutsi est ton ennemi. Ou bien tu es un Mufuliro, etc. Et en fin de compte, nous sommes ce que nous sommes. Personne n'a choisi de naître de telle ou telle autre identité. Solange, vous venez du Congo. Vous connaissez la partie du pays dont parle l'ami Mufuliro. À votre avis, qu'est-ce qui explique ces divisions? Je voudrais vous dire que les divisions communautaires, je les analyse au regard des politiciens. Les politiciens ou leaders à tous les échelons, ils montrent que sans eux, les tribus ne peuvent survivre. Et s'ils y arrivent, c'est parce que certains Congolais ne sont pas informés et ne savent pas c'est quoi le rôle d'un leader. Autre chose, beaucoup travaillent pour leurs propres intérêts égoïstes et chaque tribu élève alors la voix pour dire « nous sommes là ». Mais est-ce que c'est vraiment une question d'ethnie ou des personnes?
Vous savez, tu ne peux pas séparer l'ethnie de la personne. Parce que une personne de telle ethnie a sa manière de penser et d'agir. Et cela se reflète dans la tribu. Même si toutes les personnes de la même tribu ne vont pas agir ou s'exprimer de la même façon. Mais dès lors que quelqu'un occupe une position stratégique et que les gens applaudissent quand il parle, celui-là a de fortes chances de drainer derrière lui toute une communauté. Vous avez un exemple concret? Par exemple, en 2006, les candidats aux élections étaient nombreux. Imaginez un candidat provenant par exemple du Bushi, de Calais, de Katana. Si quelqu'un venant d'ailleurs ose se présenter là-bas, s'il n'est pas de là, il lui sera difficile de se faire élire. Et les choses deviennent plus compliquées s'il s'agit d'une femme. Les raisons, je travaille dans ce domaine. Il y a d'abord la coutume. Celle qui montre que le rôle de la femme n'est pas de diriger, mais de rester au foyer. Et puis la femme n'a pas de ressources propres. Alors quand les hommes arrivent, ils passent par d'autres femmes, ils leur disent « Hey, si vous votez pour Assumpta, si elle devient députée nationale, elle deviendra prostituée. Et même si la candidate avait les compétences, elle ne sera pas élue. » Eugène, vous avez beaucoup voyagé. Vous avez un exemple pareil? Les exemples, j'en ai à gogo. Au Rwanda, et comme un Rwandais ayant longtemps vécu au Burundi, déjà depuis mon jeune âge, à l'école, il y avait parfois des rumeurs. Certains disaient, celui-là ne lui parle plus. C'est un monstre, c'est un rebelle, un traître à la patrie. Parce que vous savez, il y a un langage malheureux, notre langage. Lorsque tu prends des gens de telles ethnies et tu les appelles des monstres, des traîtres à la patrie, c'est le début de la division. Après on te dit, vous savez, ils ont fait des réunions pour décider de nous exterminer. D'autres enfants disent, il y a des rumeurs qu'on va nous tuer, et ils fuient, ils vont à Tanzanie ou au Congo. Ça s'est vraiment passé comme ça? À quelle époque? Oui, ça s'est passé à l'école secondaire où j'ai étudié. C'était surtout en avril, parce que l'on interdisait à certains enfants de se souvenir de leurs familiers tués. Des petits groupes s'organisaient pour leur faire peur. J'ai été professeur, non seulement à l'université, mais aussi au secondaire. J'enseignais l'histoire. On précisait pour nous que personne ne peut enseigner sur ce qui s'est passé en 1972. C'est ce que frère Emmanuel a dit. Silence absolu. Ce que les manipulations basées sur les identités se fondent sur le vécu, l'expérience des gens. Ça commence dans les familles parfois. Certains ont la chance d'avoir des parents qui ne leur ont jamais appris ça. Et ces parents en parlent sur base de ce qu'ils ont vécu. Discutons. Il parle de son expérience burundaise. Moi, je me rappelle de mon vécu au Rwanda. Mes parents, par exemple, ne m'ont jamais parlé de mon ethnie
Ils ne m'ont jamais parlé de quelle ethnie je venais. Mais l'enseignant nous apprenait l'histoire du Rwanda et la manière dont cette histoire était enseignée me faisait peur. Les personnes qui avaient le plus de problèmes au Rwanda étaient les Tutsis. Et l'enseignant vous parlait de la méchanceté des Tutsis, la manière dont le roi était mauvais. Il tuait les gens et l'enseignant en parlait en présence des Tutsis. Par exemple, mon père avait été à l'école et il m'avait donné beaucoup de noms. Il y a un enseignant dont je ne voudrais pas citer les noms. J'étais en 4e année ou en 5e année alors. Il venait et me demandait « Pourquoi on vous appelle comme ça ? Et tous ces noms sont-ils les tiens ?» J'avais 5 noms. Et il me disait « Pourquoi vous ne ressemblez pas aux autres ? Pourquoi vous avez un nom royal ? Vous vous appelez Umugoma. Ça ressemble à un tombeau royal. » Il me disait, tu sais, vous les Tutsis, vous n'avez pas compris que votre temps, votre époque est révolue, des choses qu'on ne peut pas dire aux enfants. Est-ce qu'aujourd'hui ça existe encore? Non. Je peux affirmer que personne n'oserait parler de cette façon. Peut-être que dans les cœurs, ça n'a pas changé. Mais aujourd'hui, le Rwanda est un pays particulier. Nous sommes allés jusqu'au fin fond du mal. Comme vous voulez aujourd'hui essayer de trouver des solutions, il ne faudrait pas faire changer seulement l'enseignant d'histoire, pas seulement le politicien. C'est toute la société qui doit être changée. Un enfant Hutu qui meurt fait mal comme un enfant Tutsi ou Fuliro qui meurt. Toute la société doit se dire, quand l'enfant du Hutu meurt, ça fait mal. Ça fait aussi mal que si un enfant du Tutsi était mort. Essayons de discuter pour passer à notre stade du débat. Envisageons l'aspect politique de l'histoire. Vous savez, au Burundi, il y a eu des divisions. Les gens se sont entretués, mais dans la suite de l'histoire, ils se sont résolus à s'asseoir ensemble et ont discuté pour partager le pouvoir. Et le partage du pouvoir a été fait selon les ethnies. En quoi cela a-t-il aidé? Si on jette un coup d'œil en arrière, en remontant vers l'époque des indépendances, et qu'on se souvienne des histoires de Monrovia et Casablanca à l'origine des blocs Hutu-Tutsi, ainsi que les blessures qu'ils nous ont laissées. Et puis je cite Nahaganda ici. Comment dans les écoles périodiquement, en avril dernier, c'était des tensions. Et ce n'était pas seulement dans les écoles, mais aussi dans les cœurs des Burundais. Alors quand tu vois les problèmes que ça a généré, jusqu'au moment où le colonel Bagaza a dit « Oublions nos histoires des Hutus et des Tutsis, nous sommes tous des Burundais ». Mais il n'avait pas changé les causes du mal. Les gens ont gardé tout ça dans leur esprit jusqu'en 88. Avec le drame de Marangara, on se rend compte que si les blessures ne sont pas soignés, la situation ne change pas. La solution doit donc venir des Burundais eux-mêmes. Sinon, cela se perpétue jusque dans l'avenir. Rappelez-vous, dans les années 90, les gens ont commencé à discuter à Arusha avec le soutien de la communauté Saint-Égidio et avec l'intercession de Nyerere, également de Mandela. Ce ne sont pas seulement les politiciens qui ont décidé de trouver une solution. Vous comprendrez donc bien sûr que ce sont les politiciens ainsi que les gens représentant d'autres institutions qui se sont mis ensemble pour essayer de trouver une solution. La solution a été le partage du pouvoir au niveau de l'armée et au niveau politique. Vous savez, Bagaza avait décidé que le Burundi ne parle plus d'ethnie. La réponse n'est pas le partage. La solution, en fait, c'est la discussion. Quand on partage la parole, et qu'on fait une discussion, cela peut soigner les gens et chacun doit dire voilà mon problème c'est celui-ci et l'autre va dire je ne connaissais pas vos problèmes. Dites, est-ce que vous savez que vous-même
vous nous avez fait tort. Ces discussions coûtaient très cher. Mais à certains moments, les gens ont décidé de se mettre d'accord sur le partage de pouvoir selon les pourcentages. Et je crois que ça a fait du bien. Regardez par exemple le comportement actuel de l'armée. Rappelez-vous ce qui s'est passé avant avec l'armée. La population ne se sentait pas en confiance devant elle et la craignait. Mais regarde aujourd'hui, le Burundais se remis en confiance avec l'armée pendant la crise au Burundi dernièrement. Eugène, au Rwanda c'est différent. L'approche a été différente de celle du Burundi. À l'époque des Bagaza, il était interdit de parler des Hutus, des Tutsis, des ethnies. À cette époque au Rwanda, l'ethnie figurait même sur les identités. Il y avait des quotas dans les écoles. Aujourd'hui, après les drames du génocide, on a dit plus jamais on mentionne les ethnies. Et aujourd'hui, on connaît le programme Ndi ou Munyarwanda. Est-ce que ça a changé quelque chose? Revenons un peu en arrière. Les gens aiment dire qu'au Rwanda, les ethnies, les dissensions politiques, on n'en parle pas. Les gens oublient qu'il y a eu Arusha au Rwanda aussi. Qu'est-ce qui a empêché son application? C'est ceux qui ont rejeté la voie de la paix et dialogue et ont opté pour le génocide. Maintenant, quand des gens décident de commettre l'innommable, qu'est-ce qu'on dit chez nous? Que l'Église ait aboli l'interdit. Que Frère Emmanuel m'en excuse. Quand tu arrives dans un pays où a eu lieu l'innommable, tu te dis, reconstruisons les Rwandais pour reconstruire les esprits rwandais, de reconstruire cette identité rwandaise qu'ils ont perdue, et ainsi de suite. Je pense que c'est ça qui a inspiré l'approche rwandaise. C'est une approche comme tant d'autres. C'est une approche qui nous demande de construire la nation rwandaise, en allant au-delà des ethnies. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres Rwandais qui se demandent si cette approche va porter des fruits? Il y en a, je suis d'accord. Ces gens-là existent. Il y a beaucoup de personnes qui pensent, en particulier les politiciens, qui combattent le pouvoir rwandais. Ils parlent souvent de dialogue inter-rwandais. Ils voudraient que les Rwandais se rassoient. Discussions politiques ou à propos des ethnies, ou politiques et ethnies à la fois. Il faudrait se rappeler d'une chose, qu'il y a deux approches. On peut dire, on va discuter selon les ethnies. D'autres disent, discutons des problèmes politiques. Est-ce que les gens comprennent qu'ils ne sont ni Hutu ni Tutsi? Est-ce qu'il est facile que quelqu'un dise « je veux épouser quelqu'un d'une autre ethnie » Est-ce que la famille n'y trouve pas d'inconvénient? On n'a pas attendu que cela subventionne. Même avant, le Hutu et les Tutsis s'est mariés. Même après le génocide, cela se passe. C'est pas facile. C'est vrai, je ne peux pas le nier. Mais si l'amour le supporte, la société doit l'accepter. Parce que ce qui était plus difficile et qui pourtant est apparu comme possible, c'est que les gens qui avaient tué et qui étaient partis au Congo et en Tanzanie sont rentrés sur leurs collines. Et ils ont cohabité avec le survivant du génocide parce que même avant, ils vivaient ensemble. Et tout le monde était d'accord qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Les gens ont puisé dans leurs propres forces pour transcender cela. Mais cela demande que les gens se reconstruisent. C'est pourquoi ce programme a nécessité de revoir le loi et de soigner des blessures de cœur. Le fait d'être Hutu
a laissé des blessures. Et pour les Tutsis du Rwanda, c'est encore plus fort. Quand il va au Burundi, c'est la même photo, mais autrement. Je comprends qu'au Burundi, on ne veut plus parler d'ethnie. Je comprends qu'au Rwanda, on ne veut plus qu'on écrive des mentions ethniques sur les cartes d'identité. Mention Hutu, Tutsi ou Toi. Assumpta vient de dire qu'on peut trouver une solution, mais peut-être à l'intérieur du cœur, les gens y pensent. Parce que sur la carte, on inscrit seulement la nationalité rwandaise et c'est tout ce que le Hutu ou Tutsi garde dans le cœur. Est-ce que tout ce que le Hutu ou Tutsi garde dans le cœur a-t-il changé? Parce que les politiciens, les leaders, les présidents, les parlementaires, il faudrait qu'ils se demandent si l'essentiel, c'est de changer les inscriptions sur les cartes ou de faire l'effort de rassembler les Rwandais. Chez nous, au Congo, nous avons plus de 400 ethnies. Quand vous voyez la manipulation identitaire qu'il y a au Congo, vous allez trouver qu'il y a une certaine différence. Parce que nous sommes d'accord que nous sommes nombreux. Si je rencontre un Muluba ou un Mufuliro, je vais discuter avec lui et il n'y a pas de problème. Au Congo, est-ce que cela n'a pas d'autres effets? Par exemple, au niveau du leadership. Est-ce qu'ils ne disent pas que personne d'autre qu'un Mouchi ne sera gouverneur? Personne que le Mubembe ne peut diriger cette communauté? Est-ce qu'il est facile qu'un Mouchi ait dirigé chez les Babembe? Effectivement, la question soulevée est une question très importante. C'est pourquoi je dis que tout dépend de la politique. S'il y a des lois du pays qui demandent de construire l'identité nationale plutôt que des sous-identités. Il y a des leaders qui trouvent que l'identité nationale sera un obstacle à leurs propres intérêts et ils mettent en avance les micro-identités. Frère Emmanuel, vous avez écouté l'expérience congolaise et l'expérience rwandaise. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut trouver une solution à ces problèmes? Si je reviens sur ce qui se passe au Rwanda, il y a eu des discussions d'Arusha. L'idée de pourparler et de discussion est bien mise en place, mais dû au poids de leur passé, il y a eu tellement de blessures. Alors la question est de savoir comment réfléchir pour trouver des solutions durables, mais également intelligentes. Mais ce qui est difficile, c'est qu'il y a des gens qui voudraient que les choses se passent très rapidement et d'autres souhaitent que le processus soit beaucoup plus long. L'essentiel, c'est d'avoir un leader qui a une vision et qui se dise ce sont tous les enfants du pays et je dois faire de sorte que tout le monde se sente chez lui dans ce pays. Parfois, il peut se demander par quel biais dois-je passer? Comment est-ce que je vais associer tout le monde? C'est ça qui est souvent plus difficile. Si les Burundais n'avaient pas été aidés par Nyerere et Mandela, nous n'aurions pas pu réaliser les résultats que nous avons eus aujourd'hui. Et vous allez remarquer que aujourd'hui les choses se sont détériorées. Et il y a des gens qui pensent qu'on peut régler ces problèmes tout seul et les autres ne seront que des observateurs. Je pense que pour revenir au Rwanda, je sens très bien que c'est un problème difficile. Si je reviens sur le processus du Burundi, je pense également qu'aujourd'hui, l'étape que le Rwanda a atteint peut être une étape finale qui permettra au Rwanda de redevenir un pays, une nation. Ils ont de la chance d'avoir réalisé d'énormes progrès dans certains secteurs. Vous voyez l'administration du pays, il y a eu beaucoup de réalisations. Mais cela devrait aller de pair avec la reconstruction du cœur pour que personne ne se sente exclu. J'aimerais qu'on réfléchisse un peu sur ces différences-là. Prenons par exemple, il y a des langues qui sont communes pour les ressortissants rwandais
qui vivent dans le Minembwe, dans la plaine de la Ruzizi et dans le Massissi, Rutshuru au Nord Kivu, et il y a des Burundais, ceux qui sont appelés Barundi, qui sont au Congo depuis plusieurs décennies. Je me tourne vers Solange, c'est là parfois est source des conflits, et c'est comme si c'était la catastrophe qu'il y ait des gens qui parlent une autre langue que ce qui est communément parlé. Vous voyez les Burundais et les Rwandais, qu'est-ce qui est à l'origine de cette division qui est basée sur les langues parlées sur un territoire quelconque? Je pense qu'il faut revoir notre histoire. Moi, j'ai grandi en RD Congo, vivant avec des Congolais d'origine rwandaise et ayant la nationalité congolaise. Nous avons vécu ensemble parfaitement. Moi, je suis natif d'Idjui. Je n'ai jamais su si tel était rwandais, je n'ai jamais su si tel autre était de quelle ethnie. Et ces mêmes Rwandais gardaient nos enfants. Jusqu'aujourd'hui, ce problème n'existe pas à Idjui. Mais le problème commence avec la guerre du RCD, Mutebutsi. Et je l'ai bien dit auparavant, il y a eu des Congolais qui ont travaillé en connivence avec les agresseurs du Congo. Certains Congolais l'ont pris très mal. Passons à l'identité en rapport avec les élections. Avec son incidence sur la période électorale, au Congo, par exemple, en 2006, Kabila a eu entre 70 et 94% de voix dans la zone swahiliphone. Jean-Pierre Bemba a eu entre 50 et 70% en Équateur ou à Kinshasa, chez lui où on parle lingala. Antoine Gizenga, chez lui au Bandundu, avait eu 80% de voix, mais ailleurs, il avait eu moins d'1%. Alors, les élections dans nos pays, est-ce qu'elles sont influencées par nos ethnies? Est-ce qu'on vote pour tel candidat en fonction de son identité? Je pense que c'est la vérité. Je pense que la construction de ce qu'on appelle les ethnies, c'est le processus qui a suivi l'époque de la colonisation. Et c'est un processus qui continue. Pour construire des institutions de l'État qui ne tiennent pas compte des groupes ethniques dans nos pays, nous avons encore un long chemin à faire. Les gens, pour les élections, se réfèrent aux intérêts politiques des communautés auxquelles ils appartiennent. Je pense s'il n'y avait pas eu cette identité que je pourrais appeler des meurtrières. Il y a certains pays qui fonctionneraient correctement. Au Kenya, par exemple, ils se battent contre les loups. Au Cameroun, Biya avait acheté le voix dans certaines communautés. Mais dans des pays qui ne sont composés que de 2 ou 3 ethnies, lorsque les élections sont marquées par l'ethnisme, cela produit des effets désastreux. Alors, je voudrais poser une question à frère Emmanuel. Au Burundi, est-ce qu'on peut penser qu'aujourd'hui, le Hutu puisse élire un président comme Tutsi et que le Tutsi puisse élire un président Hutu? C'est une question difficile, même si nous sommes en train d'évoluer en comparaison des élections de 1993. Des élections de l'époque ont été considérées par certains comme un recensement ethnique. Et d'autres ont dit que si c'était le cas, on n'aurait pas eu ce résultat, mais plus de 80%. Et puis il y a eu la guerre. Les gens ont discuté. Il y a eu Arusha. Et après, pendant les élections, les gens ont dit vous allez mettre des listes bloquées de manière à ce qu'il n'y ait pas 3 Hutus qui se suivent sur une même liste. Même chose pour les Tutsis. Il faut que nous mélangions. Ça fait partie de la loi et c'est sorti de l'accord d'Arusha.
Je pense que c'est pourquoi au niveau de l'Assemblée nationale, tout le monde est représenté. Le problème, c'est que les chiffres sont faciles à mettre en place. Il y a même des opportunistes qui en profitent quand ce n'est pas basé sur un programme politique d'un parti. Mais ce qui est positif à cela, c'est quoi? C'est que nous avons remarqué au cours de ces dernières années, voyez-vous, aujourd'hui, il y a des troubles dans le pays. Ils essayent de se ramener, de ramener les élections basées sur les ethnies. Certains ont pu dire que le quartier Musaga est en train de se rebeller parce que ce sont des Tutsis qui ne veulent pas aller aux élections, que ce sont des Tutsis qui n'acceptent pas d'être dirigés par des Hutus. Ce qui n'est pas vrai, parce qu'il y avait des Hutus du FNL qui venaient des collines et qui étaient en train de manifester avec les Tutsis. Alors tous les calculs politiciens sont faussés à ce moment. Et cela nous montre que dans les esprits de la population, les choses changent. Les Hutus peuvent se rendre compte qu'un Tutsi est utile pour le pays et vice-versa. Je pense que c'est cela que nous devons soutenir et encourager. Il y a quelque chose qui a changé, c'est évident. Par exemple, à Musaga, ça pourrait être terrible. À Ngagara, Chibito, que les gens auraient pu s'entretuer. Les Hutus et les Tutsis auraient pu s'entretuer. Mais jusqu'à présent, le sang n'a pas coulé. Les populations ne se sont pas entretuées alors qu'ils savent très bien que nous préparons les élections. Voilà, nous avons soulevé beaucoup de questions. Je voudrais qu'on termine avec les propositions, des pistes et des solutions. Mais nous allons d'abord écouter ce que les jeunes de nos pays pensent comme solution à ces problèmes identitaires. Tutatola tena hela ya mupi ya kuishi na wenzetu wa Nyarwanda, wenzetu wa Warundi, tujue sisi wote tuko Afrika. Sisi wote tuko Afrika. Haifai tunakuwa na division. Ifo tunaishi mapendo. Tutumike kwanza pamoja na tutaona jinsi Kongo yetu itakuwa develope parce que ile tribalisme. Ukishachukia mtu hata kama kuko mtu mwalikukwazaka, mtu mwalikukwazaka au munande mwalikukwazaka. Kwa nini mie Muhutu nichukie wanande wote? Mimi niko Muhutu. Ndio maana sie tunashita Wakongomani. Mbele tuanze tafuta aide à l'extérieur, si peke kwanza tuanze kujigaramia. Binafsi siwezi nikataka hata hiyo hali ya kuonesha chuki iwepo, kwa sababu wakati Rwanda hakuna amani, Kongo pia inakosa amani. Wakati Burundi hakuna amani, Kongo pia inakosa amani. Na wakati Kongo inakosa amani, Rwanda kunakosa amani na Burundi kunakosa amani. Kumbe binafsi ningetaka kwamba sote tuwe pamoja kwa umoja. Faida ya Burundi itaonekana Kongo, na faida ya Kongo itaonekana Burundi, na faida ya Rwanda itaonekana Kongo, na faida ya Kongo itaonekana Rwanda. Voilà, c'était les Congolais, en particulier du Nord Kivu et Sud Kivu, qui ont vu comment les gens sont manipulés. Ils nous ont donné des pistes de solutions. Partons des propositions, des suggestions et contributions de ces jeunes, abordons des pistes de solutions possibles. Voilà l'une des voies par lesquelles on peut passer pour que les gens transcendent leurs différences qui ont marqué notre passé, notre histoire. Il faut que les gens apprennent que cela n'a pas toujours été ainsi. Ce n'est pas toujours que les Rwandais ont eu des cartes d'identité avec mention ethnique. Les confrontations entre les ethnies est un phénomène qui est survenu lors du siècle dernier. Un autre facteur, nous devons puiser au fond de nous-mêmes pour que nous osions la déconstruction des idéologies. C'est le rôle de tous, à commencer par le politicien. Il faudrait peut-être que je paraphrase en citant l'image d'une maison en construction. Quand vous construisez quelque chose, vous choisissez des éléments, vous commencez d'abord en disant qu'on a construit l'idéologie du mal et pendant longtemps, on a arrosé cette idéologie et s'est développé. Si vous coupez la tête de l'idéologie, vous n'avez pas extirpé les racines du mal.
Nous devons déconstruire pour comprendre le mécanisme du mal qui nous animait pour reconstruire un avenir meilleur. Frère Emmanuel, vous êtes burundais. Qu'est-ce qui devrait être fait à différents niveaux? Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est un travail de longue haleine. Il y a un travail qu'il faut faire au niveau de chaque pays. Et il y a un travail à faire au niveau de la sous-région. Il n'y a pas un seul pays qui va trouver des solutions isolement si on ne travaille pas ensemble. Si on ne met pas un mécanisme au niveau sous-régional et qu'il y ait des solutions sous-régionales. Nous avons beaucoup réfléchi chez nous pour voir par où on a voté et nous avons vu qu'il y a 5 facteurs qui soutiennent tout processus. D'abord, la prise de conscience de chacun. Les gens doivent comprendre que nous sommes des êtres humains. Nous devons apprendre quelles sont les caractéristiques de l'être humain. Nous sommes en train de sensibiliser, de mener cette sensibilisation au niveau du centre Ubuntu. Si cette fondation, ce fondement n'est pas trouvé, c'est là où vous allez commencer à traiter les gens des serpents, des niaises. Vous les déshumanisez tout en vous déshumanisant. Voilà, si on tue un serpent, si on tue un cafard, on ne tue pas l'homme après tout. Deuxièmement, il faut commencer à penser les blessures que nous avons eues dans cette sous-région. Si nous n'accompagnons pas les gens à soigner leurs blessures, nous n'aurions pas fait grand-chose. En soignant les blessures, nous aurons ouvert les voies vers les solutions sans chercher la vengeance. Troisième facteur, c'est la bonne gouvernance de la base au sommet. Nous devons sensibiliser les gens pour que les leaders sachent qu'ils travaillent pour l'intérêt de la population et qu'ils sachent que tout le monde a droit à la parole et a droit à participer à la prise de décision. Et nous avons remarqué que quand il y a de la bonne gouvernance, il y a des bons leaders. Même quand il y a un mal quelconque, il n'atteint pas l'ampleur qu'il atteint s'il y a mauvaise gouvernance. Quatrièmement donc, il faut aussi que les gens apprennent à résoudre leurs problèmes sans passer par les armes ou par le désordre. Au niveau de la famille, par exemple, il ne faut pas que les conflits soient réglés par la force. Certains pensent qu'il faut régler le conflit dans la violence. Lorsque l'homme bat sa femme, par exemple, l'homme croit résoudre le conflit. Il faut sortir de cela. Et cinquièmement, je pense qu'il faut s'atteler au développement. Si les gens restent pauvres, ils s'entretuent. Si les gens restaient pauvres, ils s'entre-déchireront. Mais si on trouve des solutions pour que les communautés se développent, que les gens puissent commencer à manger 3 fois par jour, ils cohabiteront mieux. Lorsque nous avons fait notre enquête, nous avons posé des questions. Vous voyez, il y a des vallées, il y a des marais, il y a des marchés, il y a des associations. Est-ce que vous savez qu'il y a des administrateurs, des leaders religieux? Est-ce que vous travaillez avec eux? Est-ce que vous leur demandez des comptes? Il faudrait qu'ils apprennent à travailler ensemble avec toutes ces institutions. Et cela va contribuer à l'émergence des marches pacifiques. Cela va nous sortir certes des violences. À Gitega, par exemple, à Itaba, la situation était tellement désastreuse, au point que les Tutsis s'étaient réfugiés à la paroisse et étaient sous la garde des militaires. Les Hutus de la Tanzanie étaient rentrés à la suite des négociations de la médiation faite par Mandela. D'autres étaient sortis des prisons et étaient retournés au village et avaient trouvé que des Hutus avaient récupéré leurs biens. Et c'était très très difficile que les deux communautés cohabitent. Mais après, ils ont fait des travaux en commun. Ils ont fabriqué des briques. Ils ont eu de l'argent ensemble, à telle enseigne qu'ils ont pu envoyer leurs enfants à l'école. Ils se sont rendus compte qu'il valait mieux travailler ensemble plutôt que de se dresser les uns contre les autres. Avant que je donne la parole à Eugène, vous avez dit au niveau des pays qu'il faudrait que quelque chose se fasse. Quoi exactement? Il y a
Le Burundi et le Rwanda qui se trouvent dans cette région de la communauté est-africaine. Ils sont en train de voir comment on pourrait avoir une fédération politique. Et moi je pense que si nous sommes inclus dans un ensemble beaucoup plus grand que le Burundi et le Rwanda, nous allons accéder à une autre étape. Nous allons même nous moquer de nous-mêmes pour les petites divisions qui nous divisent encore. Au sein de la CPGL, le Rwanda, le Burundi et la RDC, la CPGL bat de l'aile. Si la CPGL, comme on le dit, fonctionnait, je pense que les difficultés iraient en décroissant. Les deux entités régionales, si jamais elles pouvaient bien fonctionner, cela nous aiderait à résoudre le problème qui existe au sein de la région. Eugène, frère Emmanuel a cité 5 points. La résolution des conflits de manière non violente. Vous êtes spécialiste dans le domaine. Quelle est la réponse que vous voyez pour résoudre le conflit meurtrier qui existe dans la région? Quand vous avez une bonne gouvernance qui n'est pas exclusive et une gouvernance qui est orientée vers la recherche des intérêts de la population, on fait face aujourd'hui, par exemple, au chômage des jeunes. C'est une priorité au niveau de la région parce que tous ces jeunes que nous formons dans les écoles, dans les universités et qui sont destinés au chômage. Nous serons les victimes prochaines des groupes armés. On va donner la parole à Solange. Solange, qu'est-ce que vous pouvez augmenter sur ce que les autres viennent de dire? Ce que je pense, c'est que les sociétés civiles dans les 3 pays, le Rwanda, le Burundi et le Congo, elles ont un travail de sensibiliser les populations des 3 pays à propos de la vraie citoyenneté et leur apprendre comment ils doivent se choisir les bons dirigeants à travers les élections. Je pense que il faudrait que ces leaders politiques, la société civile et les leaders communautaires qui ont mis en avant la manipulation identitaire, qu'ils les mettent en quarantaine et qu'ils disent aux citoyens, ceux-là, il ne faut pas les élire. Deuxièmement, je pense que les femmes du Congo, du Burundi et du Rwanda, nous avons du pain sur la planche parce que nous travaillons pour la recherche de la paix et c'est un travail qui a été reconnu par les Nations Unies, par la résolution 1325 et il faut que les femmes de la région, nous nous mettons ensemble pour dire la vérité et qu'on aille voir nos présidents, qu'on aille voir Kagame, qu'on aille voir Nkurunziza, qu'on aille voir Kabila, que nous leur disions que nous les femmes, nous voulions ceci et nous ne voulons pas cela. Et dans nos familles également, avec mes collègues femmes, quand nous sommes avec nos enfants, nous devons les éduquer en leur apprenant les valeurs sociales positives, comment vivre avec tous en paix, sans mettre en avant les différences tribales et les différences ethniques. Parce que mes parents m'ont appris que partout où j'irai, c'est là que je trouverai mon père, ma mère, mes frères et sœurs. Et si nous les éduquons ainsi, nous aurons une communauté parfaite. Merci beaucoup. Je crois que nous avons fait le tour de la question. La question était celle-ci. Comment est-ce que les gens manipulent les appartenances ethniques? Nous avons fait le tour de la question au Congo, au Burundi et au Rwanda. Je voulais donc remercier en particulier ceux qui ont suivi cette émission, les adultes et la jeunesse. Je voudrais également remercier ceux qui ont contribué en nous donnant des solutions pour régler ce problème à travers des messages et SMS. Sur le plateau, je voudrais remercier le frère Emmanuel pour ses nombreuses contributions. Merci beaucoup, frère Emmanuel. Merci aussi. Assumpta Mugiraneza, vous êtes une bienfaitrice, comme le dit votre nom. Vous avez répondu à notre invitation. Merci.
Solange Lashiga, je vous remercie. Vous êtes de la République démocratique du Congo. Merci pour l'invitation. Eugène Ntaganda, merci de nous avoir rejoints. Merci, Nestor. Je voudrais rappeler à ceux qui suivent notre émission Carrefour Grand Lac qu'il y a d'autres émissions qui vont suivre. Merci et à la prochaine.